Salut les potes. Et si on repartait faire un tour des champions d'arène? Après Kanto, après Johto, il est enfin l'heure d'aller se rendre à Hoenn. Ah, il était temps. Mais juste avant de commencer, on va rappeler le concept et ses règles. Le but est d'offrir à chaque champion de la région une équipe finale de niveau maximum, où chaque Pokémon possédera 4 attaques logiques, un talent optimal et bien sûr un objet pour compléter le tout. C'est pratiquement des sets stratégiques. La seule vraie différence étant que ces sets-là ne sont pas construits dans le but de répondre à un metagame, donc bien sûr tout ne paraîtra peut-être pas des plus à jour. Mais il y a également des contraintes plus concrètes. Les Pokémon des champions devront être choisis en fonction du lore du personnage, et si nouveauté il faut que ça ait une raison logique en rapport avec le champion. Ce qui implique que même si je vais essayer de construire des équipes fortes pour des champions d'arène, l'aspect cohérence sera toujours privilégié pour le choix des Poké. Je vais également devoir me restreindre à pas plus d'un même objet par équipe afin de coller à la logique des boss dans les jeux. Enfin, je m'interdis d'utiliser les mécaniques non liées à ces personnages, donc pas de Z-Move, pas de Dynamax, pas de Terra Crystal, mais cette fois, et grâce au lore de Ruby Omega et Saphir Alpha, je vais me permettre d'utiliser la Méga Évolution. Ah, et dernière règle que j'ai décidé de m'imposer à partir de cette vidéo, plus de puissance cachée. Faut se rendre à l'évidence, la capacité n'a plus vraiment lieu d'exister en dehors de Zarbi, et de toute façon, les boss in-game ne l'utilisaient jamais, c'était vraiment une sorte de joker un peu trop facile. Donc on va faire 100 cette fois-ci. Ok, assez parlé, je crois que c'est parti. Roxane, l'étudiante modèle de Mérouville, passionnée de fossiles. C'est le premier boss des versions Ruby et Saphir. Et ce qu'on peut dire, c'est que son concept a été un petit peu inspiré par celui de Pierre des premiers jeux. Le type roche de la championne est ici présent pour apprendre aux joueurs les bases des affinités de type, aucun des 3 starters étant neutre face à ce dernier. En gros, en fonction de tes Pokémon, soit tu l'exploses en 2 tours, soit tu passes un très mauvais moment. Mais là où Pierre avait des sets ultra basiques et neutres offensivement, Roxane, elle tabasse. En plus des habituelles armures pour être encore plus immortelle face aux attaques physiques, ces Pokémon possèdent des stabs, jet de pierre et tombe roche, sa capacité signature d'ailleurs. Enfin bref, on n'est pas là pour analyser ça, mais je trouve vraiment que Roxane est l'une des championnes les plus énervées de l'histoire de la licence, si on oublie volontairement ses énormes faiblesses. Malheureusement, à un stade de fin d'aventure avec des équipes maxées, ce style d'équipe se montre beaucoup moins à la hauteur. Ça se constate dans Pokémon Noir Blanche 2, jeu dans lequel ces équipes sont assez tristes. Et c'est finalement un destin très similaire à celui de Pierre qui l'attend. Souvenez-vous de la vidéo sur les champions de Kanto, le pauvre souffrait de grosses faiblesses trop présentes, ainsi que d'une stratégie globale trop bancale, et ça risque fort d'être la même problématique pour Roxane. Son premier Pokémon, ça sera Tarinorm, son Pokémon fétiche depuis toujours. Enfin, initialement c'était bien Tarinor, le Pokémon ne possédant pas encore d'évolution en 3ème génération. Ce qui est marrant, c'est que Tarinorm obtient le type acier en évoluant. Mais dès Pokémon Emerald, Roxane possédait un Steelix, un Pokémon acier qui n'est même pas type roche. Et on peut de nouveau faire un parallèle avec Pierre, qui lui n'avait jamais fait évoluer son Onix dans les jeux principaux. Roxane n'hésite donc pas à troquer un type roche pour une évolution si cela peut rendre son Pokémon plus fort. Mais ça, on y reviendra. Car Tarinorm lui possède toujours son type roche, en plus du nouveau type acier. Il servira de lead offensif spécial. En vrai, c'est un Pokémon assez mauvais, mais il peut au moins placer ses pièges de rock de façon très safe grâce à sa fermeté et son herbe mentale, tout en infligeant des dégâts précis, avec un combo de type très peu résisté dans le jeu. J'aurais pu choisir Cage Éclair à la place de Coup de Jus pour une paralysie garantie, mais je trouve que ça lui va bien à Tarinorm de balancer de réelles décharges électriques. En plus, ça peut surprendre des types hauts trop confiants. Pour le deuxième Pokémon, on va partir sur du Armaldo. Les fossiles, c'est la spécialité de Roxane, ainsi que beaucoup trop de personnages de première génération. C'est pourquoi lui donner les 2 fossiles de sa région, ça me semble tout à fait légitime. Et c'est d'ailleurs des Pokémon qu'elle utilise dans ses équipes de Noir Blanche 2. Mais étrangement pas dans Pokémon Emerald. Dans ce jeu, elle utilise les fossiles de la première génération.
Ouais, c'est potentiellement pour ne pas faire doublon avec Pierre Rochard, mais c'est quand même bizarre. Dans tous les cas, elle est maintenant là pour représenter sa région, et je ne vais sûrement pas faire un bête copier-coller de Pierre, alors partons sur Armaldo. Bon, le problème c'est qu'on reste sur un Pokémon du bas du panier, si je puis dire. C'est même, à mon humble avis, l'un des pires Pokémon qui soit, mais c'est pas grave, il a au moins un rôle, celui de spinner, et on en profitera aussi pour caser la capacité signature de Roxane, Tombe Roche. À part ça, Armaldo a la particularité de posséder plusieurs attaques de type eau, ce qui lui permettra de toucher les Pokémon sol, l'une des nombreuses faiblesses du type roche. Et en parlant de réponse aux faiblesses, Vassilis, le deuxième fossile, et lui est déjà bien meilleur. Son talent Lavabo lui donne une immunité eau très bienvenue lorsque son type plante lui retire déjà une faiblesse sol. Ouais, c'est pas pour rien que ce Pokémon est très populaire en monoroche. Son set quant à lui se veut défensif, maxé en SPDF, mais également menaçant avec son excellent combo de type typique des Pokémon roche, et son accès redoutable à Vampigraine pour survivre le plus longtemps possible, couplé au reste et à Giga Sensu. Une vraie plaie pour pas mal de Poké. Mais comment parler de Roxane sans mentionner Rakayu, ou plutôt Grolem pour nous. Très similaire au set que j'avais donné à Pierre, un Edgequake stabé très puissant, point feu pour les rares résistances et explosion à utiliser lorsque le Pokémon est sûr de mourir. La seule différence, c'est son objet. La dernière fois, on m'avait fait remarquer dans les commentaires qu'une baie Chirim lui irait très bien, pour obtenir une priorité sur n'importe quelle capacité, après que Grolem ait survécu un coup avec sa fermeté. Et c'est super vrai, le set est nettement plus menaçant comme ça. Pour le 5ème Pokémon, j'ai pas mal hésité. Initialement, j'avais même prévu un Regirock, rapport à l'exploration des ruines, Pokémon roche pur, iconique de la région, tout ça, mais j'ai finalement décidé de faire sans. J'avais un autre très bon candidat, Relicanth. De nouveau, un Pokémon très ancien de la région d'Hoenn, et je pense qu'on fait difficilement plus cohérent. D'ailleurs, elle en utilise même un dans Noir Blanche 2. Et le Pokémon est plutôt fun à jouer. Avec son mouchoir choix, il peut surprendre pas mal d'autres Pokés, et leur faire très mal avec son fracasse-tête stabé dont il ne prendra même pas les dégâts de recul. Avec ses autres capacités, il couvre tous les types pour être certain d'avoir une utilité. Enfin, on arrive au dernier Pokémon, Galeking. Comme son nom l'indique, c'est le roi des Pokémon de type roche d'Hoenn. Et ce Pokémon est parfait pour Roxane. Je m'explique. Bien qu'elle ne l'utilisait dans aucune de ses équipes en 3G, encore une fois possiblement pour ne pas faire de doublon avec Pierre Rochard, la 5ème génération va rectifier le tir. Et c'est super pertinent, parce que Roxane est liée au type roche-acier. Y'a qu'à voir son Pokémon signature Tarinorm, ou encore le Stylix qu'elle utilisait dans Emeraude, qui n'est même pas de type roche. En fait, lors des générations 2, 3 et 4, le type acier était en quelque sorte vu comme une évolution du type roche. Et je parle même pas de sa puissance in-game, mais simplement de logique de lore. En 2G, Jasmine passe de championne roche à championne acier. C'est également illustré par Onyx qui échange son type en évoluant. En 4G, Pierrick est le premier champion spécialiste du type roche, alors que son père, Charles, qui est beaucoup plus expérimenté, est lui champion du type acier. Enfin, en 3G, il y a cette sorte de dualité entre le premier boss Roxane du type roche et le tout dernier, Pierre Rochard, qui utilise 3 Pokémon de type acier, en plus des fossiles de la région. Et ça se ressent d'autant plus dans Emeraude, où, comme je vous l'expliquais, Roxane n'utilise plus que les anciens fossiles de Kanto. Mais elle a évolué depuis, et possède à présent 3 des Pokémon de Pierre Rochard. Et en parlant d'évolution, Galeking en possède lui-même une. Mega Galeking, la forme parfaite et pure du Pokémon qui perd complètement son type roche pour ne garder que son type acier. Même si niveau statistique, on est encore pleinement dans l'archétype du Pokémon roche. Il servira de tank final physique et bourrin, avec malédiction pour se booster en attaque et en défense, son tabassier tacle lourd, son Edgequake de toujours, et son talent filtre pour réduire ses faiblesses. Ce méga Galeking final peut s'avérer très menaçant contre les Pokémon qui ne le gèrent pas uniquement. Ouais, sur le papier, le Poké a des statistiques terrifiantes, mais en pratique, ça reste un Pokémon très lent qui n'a qu'un seul stab et surtout qui souffre d'un bulk spécial vraiment faible. C'est tout le principe de Roxane, des Pokémon potentiellement surpuissants, mais qui se font instantanément éteindre par leur nombreux contres. Parfait pour un premier boss. Et voilà pour Roxane, une équipe qui paraît assez faible de l'extérieur, mais qui en réalité m'a plutôt surpris lors des tests. Bien sûr, elle a des tonnes de faiblesses, mais les Pokémon ont une synergie correcte entre eux. On peut déjà en faire plus de choses qu'avec l'équipe de Pierre que j'avais faite. Bastien, le gars trop cool qui s'entraîne sur son île, spécialiste en type combat. On raconte qu'il est arrivé à Hoenn en surfant depuis Kanto. Rien que ça.
Ce qui est un peu plus étonnant avec lui, c'est qu'il partage plusieurs caractéristiques avec Chuck, le champion combat des jeux précédents. Les villes de Myokara et Irisia sont toutes les deux isolées de leurs régions respectives, séparées par la mer. Bastien et Chuck ont tous les deux un lien marqué avec l'eau, Chuck via ses cascades, son arène dans la GSS et son tartare fétiche, et Bastien via sa passion du surf et son lieu de vie. Ils utilisent aussi chacun pas mal de Pokémon en commun dans leurs différentes équipes. Bon, ça admettons c'est surtout dû au fait qu'ils viennent d'anciens jeux, mais ils ont aussi un lien en rapport avec Aldo, le membre du conseil 4 spécialiste en type combat du plateau Indigo. Bastien parce que c'est son ancien compagnon d'entraînement, et Chuck parce qu'il simp sur Aldo si j'ai bien compris le lore. Enfin bref, et si on rentrait dans le vif? Hariyama, le premier Pokémon de Bastien et son allié fidèle depuis sa première apparition. Bon, c'est pas trop un Pokémon fait pour lead, mais il est assez rigolo avec ses nombreuses options possibles. Je crois que j'ai à peu près tout testé avec ce Poké. Des sets bulky à base d'assaut veste, des sets avec son talent Isogresse, Vampipoint, ou encore des sets plus classiques offensifs avec Tran et Bluff pour activer son Orbe Flamme. Mais j'ai finalement décidé de faire un set Orbe-Vie avec le talent sans limite. Ça donne tout simplement un Pokémon sans prise de tête capable de faire très mal en un seul coup. Ses coverage direct toxique et point glace sont tous les deux boostés par sans limite et menacent les embêtants type fée et vol. Assaut frontal, c'est son nouveau jouet de la 9G, un énorme move sol bien bourrin pour compléter sa couverture. Enfin, à son stade, j'ai décidé de faire n'importe quoi et de lui donner Dynamo point. C'est complètement stupide, le move n'a qu'une chance de toucher sa cible. Avec sans limite, c'est la capacité de type combat la plus puissante à laquelle il a accès, et c'est bien le genre de move que Bastien mettrait à ses Pokémon. Des gros moves de points comme ça sortis de nulle part, c'est très Bastien. Bon, tout à l'heure je vous ai dit que comme pour Chuck, Bastien est lié à la mer. Mais à la différence du champion de Johto, il ne possède pas un seul Pokémon de type eau dans aucune de ses nombreuses équipes. Mais j'avais quand même envie de faire une référence à cet aspect-là du perso. C'est pourquoi j'ai pensé à Krakos, un Pokémon pieuvre qui vit dans l'eau, mais qui n'est que de type combat pur. Osez me dire que ça ne fait pas Bastien. Bon, par contre, c'est pas le meilleur Pokémon du jeu, va falloir un peu douiller. Tant qu'à faire, on va tenter d'utiliser sa capacité signature Octoprise. Avec ça, il peut bloquer sa cible sur le terrain tout en lui baissant ses défenses à chaque tour. C'est pas extraordinaire, mais dans certains rares contextes, ça peut amener à de bonnes situations. Avec ça, il a Gonflette pour se booster face à sa prise, les restes et Vampipoint pour survivre, et Aqua Brèche en coverage haut qui est surtout là pour rappeler son inspiration, la mer. C'était ça l'idée. Bref, sur un malentendu, le Poké peut servir. Pour le troisième membre de l'équipe, je vous donne un indice. Bon allez, c'est ma cogneur. On félicitera quand même Écarlate et Violet pour avoir réussi à inclure un boss de type combat ne possédant aucun Pokémon de cette famille. Dans les deux dernières vidéos sur les champions, je présentais des sets de Macogneur avec Anulgarde et Dynamo Point. Cette fois-ci, j'ai décidé enfin de build un set plus classique avec Cran et Close Combat. Je pense qu'il n'y a rien à expliquer. Il tape dur avec son stab, sa couverture est parfaite, et il possède une prio efficace sur les types fées, du Macogneur des plus classiques. Pour le quatrième membre de l'équipe, on retrouve enfin un Pokémon originaire d'Owen, le vicieux Chapignon. C'est aussi un monstre qui a une tonne de manières de jouer, mais j'ai décidé de partir sur ce qui le caractérisait en tant que Pokémon combat, pas comme les autres, en lui donnant son set soin poison. Avec sport et clonage, il pourra placer des surpuissants Mitra-points, une capacité de la 3G que Bastien apprécie beaucoup. Et pour sa dernière attaque, j'ai pas mal hésité à lui donner un stat plante, parce que c'est l'ADN du Poké, mais il aurait été bien trop faible face au type vol, et c'est pas ce qu'on cherche dans une monocombat. Du coup, il finira avec Lame de Roc, toujours un excellent coverage en combo avec le type combat. Pour le prochain, j'ai un petit peu galéré. Je suis passé par plusieurs phases de test, j'ai même fini par créer une horreur absolue à un moment, mais j'ai finalement eu la révélation. Coatox, c'est une grenouille de type combat et il a la posture d'un surfeur, c'est littéralement parfait. En plus, le Pokémon est vraiment trop cool à jouer. C'est super simple, ceinture force, danse lame, close combat et direct toxique en stab. Puis combat en priorité puissante, très bienvenue. Ça paraît peut-être super bête comme set, mais le fait est qu'il fonctionne vraiment. Lors des tests, il m'a énormément carry, et j'ai souvent été surpris par la puissance de son coup bas. En même temps, faut dire que pouvoir gérer les types spectre et psy en monocombat, c'est clairement pas de refus. Et en parlant de type psy, Charmina, le dernier Pokémon. Bon, c'est un classique de Bastien et de sa région, mais vous vous doutez bien que s'il arrive à la toute fin, c'est qu'on va le faire méga évoluer. Méga Charmina, c'est l'une des plus grosses menaces de l'époque 3DS des jeux Pokémon. Et sa puissance, il le doit à son talent force pure, qui double une attaque déjà élevée de 299 en combat.
Et ce, même en n'étant pas rigide. 598 d'attaque, c'est largement supérieur aux 479 de Mega Mewtwo X. Bref, c'est un monstre et Bastien va bien en profiter. Avec ça, on va utiliser Gonflette. Charmina n'en a pas spécialement besoin au vu de sa puissance de base, mais c'est quand même la capacité signature de Bastien, et ça lui garantit de réellement tout détruire sur son passage. Avec ça, Talon Marteau, nouvelle attaque de la 9G, c'est un pied voltige avec seulement 10 de puissance de moins, mais qui a 30% de chance de rendre confus sa cible. Je trouve que ça colle très bien à Charmina en termes de design. Et enfin, Psy Coup de Boule en Stapsy et Point Clair en couverture. Un Pokémon redouté qui mérite sa réputation. Et voilà pour Bastien. Son équipe se veut un peu plus originale que celle des champions combat précédents. Et elle est plutôt chouette à jouer, avec les bonnes conditions, elle peut faire de gros trous très vite. Mais elle peut également se faire détruire tout aussi rapidement. Très facile à contrer avec les bons Pokémon certes, mais qui sait quand même se montrer à la hauteur du super charismatique Bastien. Voltaire, le papy cool qui se prend pour un savant fou. Bon, il a l'air sympa, ça il faut bien l'admettre. Voltaire, c'est un boss qui, un peu comme avec Roxanne, reprend énormément des caractéristiques du Major Bob des premiers jeux. C'est le champion de la 3ème arène, il se spécialise dans le type électrique, sa team se compose de 3 Pokémon de Kanto dont 2 à leur premier stade, et ces 7 utilisent la capacité Sonic Boom, un move très nul qui a pour effet d'infliger 20 dégâts fixes à sa cible, et que le Major Bob utilisait très probablement juste pour faire référence à Guile de Street Fighter, personnage dont le design lui a grandement servi d'inspiration. Bref, dans Ruby Saphir, Voltaire n'est pas spécialement un boss original, mais ça sera réglé dans Emerald où fera la toute première apparition de son Pokémon de prédilection, Elexprint. Et ça, on y reviendra, parce que Voltaire valide avec son Electrode, l'un des 3 Pokémon qui ne l'ont jamais quitté. Electrode, c'est toujours un support sympa en mono électrique, enfin en National Dex, parce que la 9G a eu la brillante idée de lui retirer les 2 seuls moves qu'il utilisait correctement, à savoir les murs de protection. Enfin, pour être tout à fait honnête, il peut toujours utiliser Mur Lumière, mais Mur Lumière sans protection, c'est juste bidon comme set. Heureusement, ces changements ne nous concernent pas aujourd'hui. On peut donc lui offrir un set très similaire à celui que j'avais fait pour le Major Bob, à la seule différence notable que j'ai échangé la Provoque contre Cage Éclair, parce que Voltaire, il aime bien ça, Cage Éclair. Mais sinon, c'est le même principe, un Pokémon ultra rapide qui a son équipe en plaçant ses murs et qui peut s'exploser pour laisser les autres en profiter directement. En deuxième Pokémon, j'ai choisi Motisma Chaleur. Motisma, c'est un Poké que Voltaire utilise dans une équipe de Noir Blanche 2, mais je trouve que son principe colle juste parfaitement à Voltaire. C'est une sorte de, je sais pas trop, un inventeur. En tout cas, il aime bien les machines, et c'est aussi pour ça que je me suis dit que le type feu de Motisma Chaleur lui irait bien. Le côté chaufferie, vapeur, tout ça. Et puis, au-delà de tout ça, c'est un excellent Pokémon qui rentre super bien dans une mono électrique. Bien que ce soit probablement le Pokémon électrique que j'aime le moins du jeu, mais ça, c'est personnel, on s'en fout. Son rôle est crucial pour l'équipe de Voltaire. Avec lévitation, il possède la sainte immunité sol. Il peut venir sur des capacités résistées avec son excellent type et repartir en pivot avec Change Éclair, entre parenthèses Specs, ou embêter sa cible avec Tour de Magie, Feu Follet, ou les deux. Enfin, son stab surpuissant surchauffe est là pour annihiler certains Pokémon un peu trop résistants au type électrique. Puis surchauffe, les machines, tout ça. Les machines genre Magnézone, un autre des partenaires indissociables de Voltaire. Ouais, ça fait un peu Major Bob bis pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, le reste de l'équipe se démarque bien. Pour Magnézone, je ne me suis toujours pas remis de la mort de son set Specs Trapper avec PC Feu, mais c'est pas grave, on va faire sans, on n'a qu'à utiliser Big Splash. Voilà, on est dans l'air du temps, mais de toute façon, les lunettes choix, c'est Motisma qui les porte, et c'est pas dommage car notre cher Magnézone profitera d'un superbe ballon. Ouais, je suis passé par pas mal de phases de test pour cette équipe, et ça manquait clairement d'une deuxième immunité au type sol, alors voilà, un ballon c'est bien. Le reste de ses capacités sont des plus classiques, il peut toujours trapper les types acier au besoin, profiter de son type défensif intéressant, et infliger de bons dégâts comme il a l'habitude d'en faire. Bon, ça c'était pour la première partie de la team, assez classique, un peu à l'ancienne. Maintenant, je vous préviens, on va un peu sortir des habitudes du vieux monsieur. Watapic, un Pokémon adorable aux nombreuses qualités dont la principale se trouve être celle de placer un champ électrique à son arrivée sur le terrain, grâce à son talent Créa Elec. C'est évidemment pas de refus en mono électrique pour booster les stabs, mais ça aura une influence encore plus concrète pour les 2 derniers Pokémon. À côté de ça, Watapic place des hazards, peut infliger des dégâts et paralyser avec coup de jus, et bien sûr partir avec style en utilisant la capacité souvenir, permettant au dernier Pokémon de pleinement profiter du champ. Et pour ce qui est du lore,
honnêtement je saurais pas trop dire, ça n'engage que moi, mais je trouve que Watapic va bien à Voltaire. Voilà, je l'imagine super bien en avoir un, c'est une vibe, c'est indescriptible, c'est comme ça, mais bon, c'est encore rien à côté de Épine de Fer, Pokémon Paradoxe originaire de la zone 0 de Paldea qui n'a absolument rien, mais rien à faire dans l'équipe d'un grand-père foufou vivant à ON. Mais le Pokémon est juste parfait. Comme dit plus tôt, Voltaire aime bien créer des machines, et plus particulièrement des robots, voire même des robots Pokémon. Alors ça, c'est une information de l'animé, donc on ne va pas la considérer comme étant canon, mais le gars aurait créé un robot Raikou. J'adore l'idée, un robot Pokémon de type électrique qui, en plus, dans son concept fait complètement référence au Kaiju, et particulièrement à Mechagodzilla évidemment, monstre qui a d'ailleurs donné vie à beaucoup trop de concepts dans Pokémon. C'est juste impossible de passer à côté, c'est tellement Voltaire. Et puis bon, niveau cohérence, rien n'empêche qu'un Paradoxe échappe de la zone 0, on l'a bien vu avec Roue de Fer et Forevoir dans l'aventure de V. Et pour rappel, les champions d'arène ont tendance à beaucoup voyager, donc même si c'est un peu tiré par les cheveux, on n'est pas face à une situation impossible. Alors voilà, je veux mon Mechagodzilla pour Voltaire. Initialement, j'avais même plutôt pensé à Pomme de Fer pour le côté ON de la reproduction, mais c'était un peu moins bien. Déjà parce que ça fait un étrange doublon inégal avec le Pokémon signature du champion précédent, mais aussi parce que le lien au Kaiju d'Épine de Fer est juste beaucoup trop important. Et surtout pour un champion japonais. Avec son set charge quantique, il profite du champ électrique placé au préalable par Watapic pour booster son attaque et tout ravager avec ses puissantes capacités. Son mouchoir choix lui permet aussi d'être très rapide, et les types de ses différents moves couvrent très largement tous les Pokémon, et on notera l'accès privilégié à Point Glace, vraiment un luxe pour une mono électrique sans puissance cachée. Enfin, le dernier Pokémon, un peu moins surprenant mais nettement plus iconique, c'est bien sûr Elexprint, qui profite ici de sa méga évolution. Pas énormément de choses à dire sur ce Poké très classique, il va vite, il tape fort. Si, à la limite, on notera ses deux capacités électriques, monte tension pour un maximum de dégâts sous champ, et tonnerre en conditions normales. À côté de ça, le Pokémon souffre d'un énorme problème de move pool, c'est pourquoi il est réduit à utiliser aboiement, mais bon, c'est toujours mieux que rien, et c'est utile contre certains Pokémon. Et ça y est pour Voltaire, une team que j'ai pas mal changé avec les années, parce que ouais, à ce stade on peut dire que ça fait des années que je prépare cette vidéo, mais cette forme finale me semble des plus accurate vis-à-vis du personnage. Pour celle-là, je me doute que tout le monde ne sera pas d'accord. J'ai volontairement omis d'y mettre des Pokémon récurrents parce qu'ils étaient trop basiques ou faisaient trop doublon avec le Major Bob. J'ai aussi complètement ignoré sa stratégie bizarre qu'il utilise dans Emerald, du spam danse pluie. En soi, ça peut être intéressant de baser une monolec sur ce climat, mais en vrai, je comprends pas trop le lien entre Voltaire et la flotte. Mais ne vous inquiétez pas, on aura largement le temps de revoir la pluie dans cette vidéo. Adriane, la championne de Vermilava fraîchement promue. Un boss que je trouve très identifiable, non seulement par l'ambiance étouffante de son arène remplie de vapeur, mais également grâce à sa stratégie consistant à placer le soleil pour ensuite spam surchauffe. C'est carrément excessif mais plutôt fun. Et le Pokémon qui illustre le mieux tout ça, c'est bien sûr Chartor. Mais on n'est plus en 3G, alors plutôt que d'utiliser Zénith, son set comportera directement le talent Sécheresse, pour invoquer un long soleil de 8 tours. L'équipe d'Adriane n'est pas à proprement parler une Team Sun, mais pour une monofeu, c'est toujours un boost conséquent d'avoir ce climat d'activer. À côté de ça, Chartor place les pièges de roc, retire ceux de l'adversaire avec tout rapide, et peut, au choix, gêner sa cible avec bâillement ou l'exploser avec surchauffe. Le suivant, c'est Camerupt, un Pokémon certes très associé à la Team Magma, mais qu'Adriane n'a jamais cessé d'utiliser depuis Pokémon Emerald. Bon, c'est pas un très bon Pokémon, il est lent et son type n'est pas des plus pratiques en monofeu, mais bon, on va dire que le soleil ainsi que son talent Solid Rock compensent un peu cet aspect-là. Au moins, il sera tapé dur avec ses lunettes choix, son combo résisté par aucun Pokémon, et sa surchauffe qu'il possède également en cas de coup dur. Ok, maintenant Volcaropod. Pas que ça m'enchante de devoir utiliser ce Poké, et encore moins juste après Camerupt, mais il fait tout autant partie de l'identité d'Adriane, et cette fois depuis Ruby Saphir. Bon, ses doubles faiblesses sol et eau sont difficilement compensables, il est également effroyablement lent, encore plus que Camerupt, et ne tape même pas fort. Au final, son seul atout, si on peut appeler ça comme ça, c'est sa défense acceptable, qu'on va ici maxer en espérant que l'adversaire finisse brûlé par Corps Ardent, Ébulilave ou Sable Ardent. Sinon, pouvoir antique complète son Edgequake du pauvre et il peut tenter de se soigner. Écoutez, c'est pas simple de créer un set pour cette chose. Enchaînons vite avec Boumac.
Attendez, je sais que ça fait pas non plus giga rêver, mais celui-là n'est pas si nul, et tout à fait légitime. Bumata, c'est une sorte de tortue dragon, plus précisément une matamata, qui vit dans les volcans. D'ailleurs, au moment d'écrire ces lignes, je suis quand même allé vérifier ce que les jeux en disaient, et je pense être plutôt dans le vrai pour ce point-ci. Adriane, quant à elle, vit au pied d'un volcan en constante éruption, le mont Chimney. C'est d'ailleurs en partie pour ça qu'elle est aussi liée à la vapeur, et que ses Pokémon font eux-mêmes référence au volcan. Et ben, Bumata, il est pile dans la même veine, en plus d'être tout comme Chartor, une tortue. Et puis Alola, c'est largement la région la plus semblable à Hoenn en termes d'environnement. Pour moi, ça sonne bien. Et si certains se demandent peut-être pourquoi je n'ai pas tenté un set exuviation pour notre ami Volcaropod, enfin à ce stade on serait plutôt sur une expérience dangereusement abominable, c'est simplement car j'avais déjà prévu mon Bumata. En termes de stats, il est simplement meilleur que Volcaropod. Genre, c'est même pas un avis que je donne, 100% de ses stats sont égales ou supérieures. En plus de ça, il possède le très chouette type dragon, ce qui lui donne accès à Draco Météor. Je sais que pour un tel set, Draco Choc serait peut-être plus optimal, mais c'est trop bien Draco Météor, et puis ça rappelle Surchauffe, la capacité signature d'Adriane. Par contre, son stab feu sera bien déflagration, parce que c'est très fort et c'est plus leur accurate. Enfin, un deuxième tour rapide en monofeu, c'est franchement pas de refus. Ok, maintenant, le prochain, ça va être plus difficile à justifier. Skolosandre, un Pokémon de Galar qui ne vit cette fois pas dans les volcans, la région n'en possédant pas. Mais il est tout de même lié à la vapeur industrielle de Motorbay, ville dont le champion est célèbre pour son Skolosandre Gigamax, et on sait qu'il vient initialement de la région d'Hoenn. Mais bon, en vrai je voulais mettre un Skolosandre simplement parce que je trouve qu'il va bien avec la vibe d'Adriane, et ça me permet d'éviter les redondants Arcanin, Galopade et Molos, qui sont franchement peu intéressants à jouer, et qu'en plus, ils sont déjà dans les teams d'Auguste. Avec Skolosandre, j'adore son set enroulement vampirisme foi de feu. Je pourrais lui donner des bottes pour éviter les terribles pièges de roc, mais Adriane comptera plutôt sur ses spinners pour empêcher ça, les restes étant trop essentiels au bon fonctionnement du set. Bon, on va peut-être enfin passer au plat principal. Brazegali, starter feu de sa région et excellent Pokémon possédant même une méga évolution. On garde la règle introduite dans la première vidéo où les champions utilisaient les symboles de leur génération. Il faut dire que pour Adriane, c'est pas dommage. Sérieusement, matez-moi la taille du ventre mou de Satine. Méga Brazegali, c'est hyper simple. Turbo, Danse Lame, victoire. Pour ses stabs, j'ai choisi Pied Brûleur, sa capacité signature à la puissance honnête, ainsi que Pied Voltige, moins safe que Close Combat, mais plus caractéristique du Pokémon. Enfin, Point Éclair en couverture, et on est bon. Le Pokémon est une vraie machine à tuer, la définition même d'un hard carry. Et c'est comme ça que je conclurai pour la team d'Adriane. Même si les Pokés se complètent un peu entre eux, en ayant chacun une certaine logique, ils sont pour la majorité bien trop faibles. Il n'y a vraiment que Chartor et Brazegali qui sont très forts pour rééquilibrer le tout. Cela dit, lors de mes tests, j'ai quand même été très satisfait de Bumata, qui se débrouille vraiment pas si mal. Norman, le papa. Ce que j'adore avec Norman, c'est que c'est le seul champion monotype. Enfin, vraiment monotype. Voici son équipe de Ruby Saphir, celle de Horace, sa team finale dans Emerald, et même ses Pokémon du tournoi des champions d'Hoenn lors du PWT. Uniquement le type normal. Il faudra attendre sa revanche du même jeu pour qu'il montre enfin des doubles types. Mais je pense que c'est clair, son identité c'est le type normal pur. Et on va jouer avec. Son lead, c'est pas vraiment un Pokémon de lead, mais ça sera Monaflémite, le partenaire de toujours de Norman. Monaflémite, c'est bien sûr un Pokémon avec des statistiques extraordinaires, mais un talent horrible l'empêchant d'agir un tour sur deux. C'est pas bien grave, Norman l'utilisera en gigantesque Wallbreaker dès le tour 1. Son giga impact bandeau choix couplé à son attaque de 419, ça fait des trous. Et ce sans oublier qu'on a affaire à un Pokémon rapide avec une base vitesse de 100. Avec ça de la couverture et une priorité qui servent en réalité plus de décoration qu'autre chose, mais qui sont là. Ok, ça c'était pour le Wallbreaker physique, faisons maintenant place au spécial. Brouhaha Bam, classique, querelleur, lunettes choix, banque sonique. Des dégâts énormissimes et peu de Pokémon qui peuvent venir le tanker facilement. Au cas où il possède également une couverture de gros bourrin, mais de nouveau c'est presque inutile à côté d'un tel stab. Et B,
c'est vraiment des brutes les Pokémon normaux d'ON, en espérant que le prochain soit plus chill. Bon, toujours pas. Linéon, c'est le rongeur tout mignon de début d'aventure à ON, mais ce dernier est pas du genre tranquille. Il est en effet plutôt connu pour son terrible set Cognobidon vitesse extrême. Le principe est simple, le Pokémon se met à plus 600 attaque, récupère un peu via sa baie, et commence son carnage avec sa priorité stabée surpuissante. Et son coverage, encore une fois, c'est pas spécialement le plus important. Ça lui évite simplement d'être bêtement wall par des résistances et immunités. Je vais même pas faire l'effort de continuer la vanne, Mangriffe possède exactement le même principe. C'est une petite bestiole fragile, mais complètement tarée, capable d'infliger des dégâts insensés grâce à son combo rage-poison façade. Il a abri pour activer l'orbe toxique, close combat pour les types roche et acier, et sabotage pour les spectres. Ouais, je pense qu'il est grand temps d'introduire un Pokémon plus passif, l'Euphorie. Légendaire tank spécial utilitaire, on ne va clairement pas passer à côté alors que Norman l'utilise en jeu. Toxique, Eucoque, Frappe Atlas et Téléport, de quoi temporiser et calmer les menaces adverses sans faire perdre le rythme de l'équipe. Un Pokémon extraordinaire dont l'utilité n'est plus approuvée. Enfin, le Pokémon final, Kangourex. Un monstre que Norman n'utilise que dans Pokémon Emerald, et pourtant il lui va super bien. Un gros Pokémon de type normal pur, lié au concept de la maternité, là où Norman est clairement lié à celui de la paternité, étant lui-même le père du héros de son propre jeu. Et c'est représenté de la plus belle des manières avec le talent amour filial de Mega Kangourex, c'est ce qui en fait un si bon Pokémon. Il profite des dégâts bonus sur son bluff, mais également d'un deuxième cran d'attaque avec point boost et d'une deuxième chance de paralysie avec plaquage. De nouveau une méga évolution réellement monstrueuse. Et voilà pour Norman, c'était assez expéditif à présenter, mais c'est un peu l'âme de sa team. Que des types normaux purs, 4 venant d'ON, et tous apparaissant d'une manière ou d'une autre avec lui dans les différents jeux. L'idée de la team, c'est un peu du tout ou rien. Les sets ne sont individuellement pas si difficiles à contrer, mais il y a tellement d'arnaques possibles, et une seule bien placée peut retourner une game. Malheureusement, l'équipe souffre énormément de sa faiblesse combat, n'ayant évidemment pas d'autre type que le normal pur. Mais bon, c'était l'idée du perso. Alizé, la championne de Simtronel, spécialiste du type vol. Ce qui est marquant avec ce boss, selon moi, c'est toute l'ambiance autour de sa ville et l'aspect sauvage de sa localisation. C'est également mis en scène directement dans l'arène de Rossa, avec cette chouette esthétique très naturelle, le décor étant composé de bois et de sable. Mais pour le combat en lui-même, c'est assez difficile d'y trouver une quelconque spécificité. À la limite, si, à l'inverse d'Albert qui était le premier champion de sa région et qui en héritage de cette place a conservé une majorité de Pokémon oiseaux simples dans ses équipes, Alizé, elle, se situe en deuxième moitié d'aventure et possède donc des Pokémon aux formes plus variées et imposantes. Mais bref, commençons avec un Pokémon qui ne colle pas du tout à cette description, Mascadra. Bon, c'est du très soft et Alizé ne l'utilise dans aucune de ses équipes, mais je trouve qu'il lui va très bien. Comme expliqué juste avant, Alizé est une spécialiste du type vol, qui n'est pas spécialement liée au Pokémon oiseau. C'est pourquoi je me dis qu'un insecte, ça peut bien coller. En plus, c'est un Pokémon régional qui peut se trouver sur la route 120, juste à l'est de Simtronel. Au vu de sa pré-évolution et de son move pool, c'est également un Pokémon qui apprécie les milieux humides, et il se trouve que toute cette partie de la région est particulièrement pluvieuse. On peut dire que Mascadra représente un peu cet aspect de la championne. Qui plus est, c'est un très chouette lead qui ira bien à l'équipe. Évidemment, il place sa toile gluante qui sera la bienvenue, mais peut également intimider sa cible, infliger des dégâts via ses 2 stabs, ainsi qu'Hydrocanon, très sympa pour surprendre pas mal de Pokémon lead du jeu. Le deuxième Pokémon n'est autre que ce cher Eledel, Pokémon qu'Alizé utilisé dans sa toute première équipe et qui sera complètement supprimé dans celle d'Emerald, pour finalement réapparaître timidement dans Noir Blanche 2, et bien sûr dans le remake Rossa. Mais en réalité, ce Pokémon, Alizé n'a aucune raison de ne pas l'utiliser. Bon, déjà c'est le piaf régional par excellence, niveau symbole ça se pose là. Mais surtout, c'est un excellent Pokémon. Enfin, disons qu'il est extrêmement fun à utiliser. Tout se repose sur son talon cran, couplé à son stab sur façade, mais là où des Pokémon très similaires comme Ursa King ou Mangriffe sont lents, Eledel, elle, est ultra rapide, et peut donc clairement en profiter pour faire un carnage. Avec ça, le deuxième stab rapace qui pardonne pas, Canicule pour certains types assez embêtants, et Vive Attaque pour les situations difficiles. Je n'utilise pas Abri sur ce set, ce qui force à jouer le Pokémon judicieusement, afin d'activer son Orbe Flamme au bon moment, par exemple après le Revenge Kill d'un Pokémon très affaibli, ou en Hard Switch sur des Pokés pas trop dangereux. Un Pokémon très violent, mais aussi très fragile.
fragile. Tout l'inverse d'Hermure. Enfin, fragile, il ne l'est pas, mais violent, déjà un peu plus. Bon, le Pokémon est mythique en stratégie, on ne le présente plus. Même si c'est vrai que la façon de le jouer a tout de même évolué récemment, avec son nouvel accès à la capacité Big Splash, dont il profite bien avec son énorme défense. Le Pokémon sert toujours de tank physique super solide au type extraordinaire, et peut en plus maintenant menacer de sweep les équipes non préparées. Un vrai monstre. Bon, on va redescendre de 2-3 crans avec Tropius, une bestiole qu'Alizé utilise depuis Emerald et qui, admettons-le, colle super bien à Symtronel et ses alentours. Après, ouais, le Pokémon n'est franchement pas fort. Mais peu de dresseurs peuvent se vanter d'utiliser un Tropius dans leurs équipes, alors profitons-en. Et si le Pokémon ne brille pas par ses statistiques, il possède au moins quelques moves de support utiles. Anti-brume, bien sûr, assez indispensable en monovol, mais qu'il faut faire attention à bien utiliser dans cette équipe. Pour rappel, 2 autres Poké placent aussi leur propre hasard. Il vaut donc mieux que Tropius fasse le ménage avant. Sinon, la Vampigraine c'est toujours très utile dans pas mal de situations, et ça peut aider les autres Poké à se placer plus facilement ou à tanker encore plus. Enfin, le set possède une baie citrus qui lui offre une bonne durabilité en combo avec son talent récolte, voilà. Mais un support, ça ne sert à rien sans setup sweeper. Dracolos est un Pokémon qu'Alizé n'utilisait que dans son équipe finale d'Emerald, et je trouve que ça lui va vraiment très bien. C'est un gros dragon puissant, mais qui peut être tout gentil. Il n'est pas forcément menaçant comme l'est un Dratak, qui est de toute façon bien trop lié à Aragon de la même région. Ici, Dracolos, il va nous être parfait dans son rôle. Dans ce Draco avec multi-écailles, les restes et atterrissage, ainsi que Draco griffe en stab et séisme pour les résistances. Super classique, super efficace. Le Pokémon n'utilise pas les bots, c'est assez risqué mais ça permet de donner un semblant d'intérêt à Tropius et son rôle de défogueur. Et puis les restes, bah c'est très fort aussi. Je pense que le Poké est assez célèbre pour sa puissance, et d'autant plus depuis la 9G, on va donc tranquillement passer au dernier Pokémon. Altaria. Évidemment, le symbole d'Alizé. Durant mes recherches, j'ai été bien surpris de constater que lors de la 3ème génération, Alizé utilisait pour ce Pokémon exclusivement des sets bourrins basés sur Danse Draco. Et c'est parfait, car notre adorable Altaria peut à présent méga évoluer et profiter pleinement de ce setup. Il a certes un placement moins gratuit que celui de Dracolos, mais son type est beaucoup plus original et vraiment stylé. Fée Dragon, c'est un type encore unique dans les jeux. Et du coup, ouais, tout comme pour Roxanne, le Pokémon final d'Alizé perd le type principal de l'équipe lors de la méga évolution, mais que voulez-vous? Alizé ne pouvait pas passer à côté de la forme ultime de son Pokémon fétiche. Et puis le changement de type illustre également ce dont je parlais tout à l'heure. Alizé n'est pas une ornithologue, elle semble particulièrement apprécier les Pokémon se rapprochant des dragons d'une façon ou d'une autre. Enfin, j'ai quand même laissé la capacité rapace au set, histoire de garder un lien avec son type d'origine. Et voilà une équipe vraiment cool à jouer. Je l'ai mentionné plusieurs fois, mais elle demande une vraie maîtrise. Les Pokémon ont des sets potentiellement très efficaces, mais qui reposent sur une bonne coordination globale. On remerciera quand même Hermure et Dracolos tout particulièrement, qui sont des valeurs tellement sûres que je devais souvent me forcer à utiliser les autres Pokémon pour pouvoir les tester, même si les situations étaient moins optimales. Mais bon, il n'y a globalement que Tropius qui galère vraiment. La team est au global sans doute la meilleure jusqu'à présent. Lévitacia, le duo psychique d'Algacia. C'est sans aucun doute mon boss préféré de la 3ème génération. J'adore le concept du combat double qui sort de nulle part, mais surtout cette DA, regardez leurs Pokémon. Bon, aujourd'hui on sait tous que Solrock et Calyrex sont très mauvais, mais en se remettant dans le contexte de la découverte, c'était vraiment très stylé. Mais ce qui est aussi génial, c'est la parfaite équivalence entre Lévi et Tassia. Bon, en 3G c'était assez évident, Solrock, Calyrex, mais en 5ème génération, le concept va être poussé encore plus loin, alors que les deux champions se battent pour la première fois en combat solo avec leurs équipes propres. Leur team se ressemble très fort à chaque tournoi, mais en ayant toujours des Pokémon qui diffèrent en parfaite équivalence. Solrock, Calyrex, mais aussi Gardevoir et Galam, Symbios et Cinderella. Enfin bref, je suis en train de tout spoil, mon but ici sera d'imaginer le même concept mais poussé jusqu'au bout du bout. On commence donc logiquement avec Solrock et Calyrex. Et je le précise maintenant, tout comme dans les jeux, le Pokémon présent à gauche sera toujours celui de Lévi et le Poké à droite celui de Tassia. Solrock et Calyrex, c'est des Pokémon certes peu puissants mais qui fonctionnent correctement en lead. Évidemment, c'est des types roches, ils peuvent donc placer leurs cailloux. La différence entre les deux sets se joue sur leur répartition de stats. Solrock est physique avec ses stabs Lame de Roc et Psy-Coup de Boule, alors que Calyrex est spécial avec Crayon Gemme et Psycho. C'est d'ailleurs une autre équivalence qui
qui revient à plusieurs reprises dans le duo. Sinon, ils peuvent tous les deux se soigner avec une capacité rappelant étrangement leur forme. Les Pokémon suivants sont Symbios et Sidérella, un autre duo de Pokémon provenant cette fois de la 5ème génération, et étant déjà apparu dans leurs équipes lors du PWT. Ce sont tous les deux des sets de setup lent avec les restes et plénitude. Symbios compte sur son talent garde magique pour rester en vie longtemps, ainsi que sur son coverage parfait pour ne pas être trop facilement bloqué. Sidérella, quant à elle, va profiter de son talent marque-ombre pour trapper une cible peu avantagée, afin de se placer dessus en toute impunité. Deux concepts différents, mais qui ne sont finalement pas si éloignés en termes de rôle. On enchaîne avec Xatu et Kaorin, deux Pokémon dont le lien n'est pas aussi évident que les précédents. En fait, il s'agit ici simplement de leurs deux Pokés supplémentaires apparus dans Emeraude. Et en vrai, ils se ressemblent sur plusieurs points. Ce sont deux Pokémon Psy de 2ème stade qui possèdent chacun leur propre double type unique dans l'équipe et qui serviront de support placeur de mur. Je leur ai d'ailleurs donné exactement le même set. Leur différence se jouera au niveau des statistiques, du type et des talents. Kaorin a un bien meilleur bulk global, mais Xatu compense avec son excellent miroir magique, qui peut complètement handicaper l'adversaire en leur renvoyant leur capacité de statut. Et une fois leur travail fait, les deux Pokémon peuvent s'en aller avec téléport, de quoi laisser la place à un petit nouveau. Oui messire, voilà une petite originalité que je me suis permise. En plus, c'est un Pokémon que j'avais déjà ramené dans l'équipe de Morgane. Mais là, avouez, c'est juste parfait. Au-delà de son rôle évident en monopsy, le Pokémon colle parfaitement à cette idée de dualité. Bon, très honnêtement, j'aurais pas été contre de varier un peu les genres des Pokémon pour les deux équipes, mais c'est globalement la règle des champions d'ON, de n'avoir que des Pokémon du même genre que celui de leur dresseur. Mais bon, au moins ça correspond à l'idée que je me faisais du style de jeu de Lévi et Tassia. Lévi possède des Pokémon plus rapides, là où Tassia joue plutôt dans le bulk. Ce qui est également le cas de nos deux Wimessir. Celui de Lévi est donc timide, maxé en vitesse, et celui de Tassia modeste, maxé en PV. Ils possèdent chacun un Chandui pour prolonger leur superbe terrain psychique, ainsi que les mêmes attaques, vaste pouvoir pour faire d'énormes dégâts psy, mégaphone en 2ème stab, et Ballombre feu ensorcelé pour leur excellente couverture. En 5ème place... Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis un petit Pokémon légendaire. Latios et Latias. Comment rêver d'une meilleure occasion? Absolument tout est parfait. Des légendaires de type Psy qui viennent de la région d'ON, ils forment un duo parfaitement équivalent, et en plus, Lévi et Tassia ont un fort lien avec les mythes de la région et ne sont clairement pas de simples dresseurs ordinaires. C'est pour toutes ces raisons que je pense que Latios et Latias peuvent sans problème joindre leurs forces à celles de nos deux champions. Ils porteront chacun une rosée âme, mais leur set diffère grandement. Latios est maxé en vitesse, possède un kit plus bourrin, et n'hésitera pas à pivoter avec au revoir une fois son travail fait. Latias est maxé en PV, et utilise des capacités plus safe, qui pour 3 d'entre elles ont la particularité de baisser les offenses des adversaires. De nouveau, un style de jeu plus lent et défensif pour Tassia. Mais est-ce que ça sera encore le cas pour leur dernier Pokémon? À ce stade, vous aurez peut-être deviné, c'est bien sûr Galam et Gardevoir. Famille iconique de type Psy introduite en 3ème génération qui sera complétée en 4G avec l'ajout de Galam ainsi qu'en 6G avec nos méga évolutions. C'est évident. À croire que tout a été pensé volontairement. Tout comme pour leur Pokémon signature, on retrouve chez ces monstres finaux la dualité physique spéciale. Galam se place d'ailleurs avec Danse-Lame, là où Gardevoir utilise une fois de plus le setup plénitude, qui reste malgré tout la capacité phare du duo. Je ne pense même pas qu'il y ait grand chose à expliquer. Ces deux excellents Pokémon, très classiques dans la forme, mais qui ne déçoivent pas. À la limite, le seul truc dommage, c'est que Mega Galam ne profite pas du nouveau talent incisif obtenu par sa forme de base. Mais qui sait, peut-être que ce souci sera réglé avec le retour prochain des mégas. En attendant, voilà qui nous conclut les équipes miroirs de Lévi et Tassia. C'était clairement les teams les plus fun à imaginer pour moi, j'aime vraiment ce concept. La seule difficulté étant leur puissance individuelle. On est clairement sur les équipes les moins fortes de la vidéo, je crois. Les Pokémon ne sont en eux-mêmes pas si mauvais, mais ils sont juste beaucoup trop vulnérables à leurs nombreuses faiblesses. C'est un peu compliqué, mais voilà, c'est le jeu. Et si Lévi et Tassia veulent se battre en combat double à l'ancienne, il leur suffira de mixer leurs équipes ensemble pour en tirer chacun 3 Pokémon. Voilà. Juan, le champion d'arène coordinateur qui a entraîné Marc. C'est le 8ème et dernier champion d'ON dans Pokémon Emeraude. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il semble pas mal s'inspirer des Pokémon de Marc. À moins que ça soit l'inverse, au vu du lore. Mais Juan se distingue quand même par l'utilisation de Colomar et Hipporoi, deux Pokémon dont nous aurons bien le temps de parler après le lead Barbicha. Un Pokémon présent dans toutes ses équipes.
Alors ouais, on commence de suite avec un mauvais Pokémon, mais on peut tout de même se rassurer en se disant qu'un type Sol c'est toujours excellent en mono haut. Et puis il pose les pièges de roc, on lui demande finalement pas beaucoup plus. Il possède également Danse Pluie, c'est pas le poseur de climat le plus opti, mais ça permet au moins d'entrer en matière. Et puis c'est quelque chose que faisait déjà Juan dans Emeraude. Le premier Pokémon à en profiter c'est Serpang, un Pokémon peu commun, j'imagine pas très apprécié, mais que Juan utilise dans Noir Blanche 2. On peut déjà se réjouir de son talent glissade. En plus, le Pokémon possède Exuviation, un setup surpuissant qui pourra surprendre un adversaire peu méfiant. C'est un peu overkill glissade plus Exuviation, mais on va dire que ça le rend un peu plus polyvalent selon la situation, et ça lui permet également d'être joué rigide pour un max de dégâts. Mais tout va bien, le prochain Poké est déjà beaucoup plus respecté. Colomar, un autre Pokémon qui semble ne jamais quitter Juan. Son principe à lui est simple, il fait juste énormément de dégâts avec sa grosse attaque, son bandeau choix et son talent adaptabilité. Et si pluie il y a, son simple Aqua Jet peut devenir une arme des plus dévastatrices. Mais la pluie, faut bien la replacer, et c'est là que Tarpo entre en jeu. Avec son talent crachin et sa roche humide, c'est lui qui est chargé de maintenir la tempête en place. C'est évidemment une star historique des Team Rain, et c'est une sacrée aubaine parce que Juan semble beaucoup l'apprécier. En plus, son main c'est Hipporoi. Lui non plus, on ne le présente plus. Il y avait d'ailleurs le même combo Tarpo-Hipporoi dans ma précédente vidéo des champions. Le Pokémon est juste trop rapide sous la pluie, et son hydrocanon surboosté sous lunettes choix n'a que peu de vraie résistance. Et enfin, pour finir en beauté, Lagron, le starter haut de sa région, qui, bien entendu, va se présenter sous sa forme Méga. Méga Lagron, c'est potentiellement la plus grosse menace possible sous la pluie. Glissade couplée à son énorme attaque, mais surtout à son excellent bulk l'empêchant d'être douillé par des priorités, il est très souvent ingérable pour l'adversaire. Et bien entendu, son combo d'attaque n'est résisté par aucun Pokémon du jeu tout entier. Une fin d'équipe solide dont Juan avait franchement besoin. Parce qu'en vrai, sur la globalité, bien que sa team possède plusieurs très bons Pokémon, elle galère beaucoup. Barbicha est vraiment pas excellent en lead, Serpang est infiniment trop situationnel, et toute l'équipe souffre d'une faiblesse plante bien trop présente. Mais c'est ok, on retrouve au moins bien l'esprit de la 3G dans cette team je trouve. Voyons si l'on pourra en dire autant pour le dernier. Marc, le champion d'Atalanopolis, promu au rang de maître à partir de la version Emeraude. Ça sera notre challenger final pour cette vidéo. Sa façon de se battre est assez similaire à celle de Juan, mais avec des Pokémon plus majestueux, imposant. Typiquement en lead, il aime bien utiliser Wailord. Wailord, c'est pas vraiment une première place conventionnelle, mais ça a le mérite d'annoncer la couleur. En témoigne notamment sa première capacité, Giclée d'eau. Une attaque haut de gros bourrin dont la puissance dépend du pourcentage de points de vie de son lanceur. Wailord est un peu lent pour utiliser Smooth à son plein potentiel, mais il a au moins le mérite d'avoir une tonne de PV. À côté de ça, on lui retrouve un coverage de sauvage, et bien sûr, la petite danse pluie, si caractéristique du personnage. Le prochain Pokémon en profite d'ailleurs pas mal, Rosabyss, un monstre aquatique à l'allure serpentine comme Marc semble bien les apprécier. Son set reprend le concept d'Hipporoi, mais en étant hélas bien moins terrifiant. Cela dit, certes Rosabyss n'a pas le type dragon, il est moins rapide et possède un move pool moins impressionnant qu'Hipporoi, mais il tape étonnamment plus fort, simplement car il a plus d'attaque spéciale. Donc ouais, ça a beau être un simple Rosabyss, son hydrocanon Specs sous Rain reste une arme de destruction massive, qui est un peu moins le cas du prochain Poké, Milobellus, la star de Marc. Malgré une apparence vaguement similaire de loin, faut dire qu'il est beaucoup plus populaire que Rosabyss. Et pourtant, on est cette fois face à un Pokémon très défensif, qui profite de son talent écaille spécial pour booster sa défense via son orbe flamme, là où sa défense spéciale est elle, de base très élevée. C'est donc un Pokémon qui tank, et qui se soigne, il peut en plus retirer les boosts de l'adversaire avec Buée Noire, ainsi que potentiellement le brûler avec Ébullition. Finalement, une fois sa temporisation terminée, il peut pivoter avec Au revoir, afin de laisser la place à Béquipan, un Pokémon haut iconique d'ON. Dans aucun jeu, Marc ne l'utilise, c'est donc une nouveauté. Mais le petit twist, c'est que Béquipan n'a obtenu son indispensable talent crachin qu'en 7ème génération, soit après le dernier jeu où Marc apparaît. Et ça paraît assez logique qu'à l'époque, un personnage du niveau de Marc ne s'encombre pas avec des Pokémon faibles de début d'aventure, surtout que des types hauts, il y en a 2-3 à ON. Et maintenant que Béquipan possède crachin et qu'il est accessoirement devenu le poseur de pluie de référence pour un tas d'autres raisons, il n'y a aucune raison de ne pas faire en profiter notre maître de la flotte.
flotte. Il utilisera donc un set ultra classique, Crachin Roche Humide avec ses 2 stabs parfaits sous Rain. Anti-brume pour le Hazard Control et demi-tour pour envoyer au combat les vrais monstres, comme par exemple Ludicolo, l'un des Pokémon indissociables de Marc depuis son combat en tant que maître. Et il profite très bien de la pluie, étant un énième utilisateur de glissade. Ce qui est sympa avec lui, c'est son type très rare, lui permettant non seulement d'être neutre face aux 2 faiblesses du type eau, mais également d'avoir ses propres stabs intéressants. Giga Sensu pour compenser son orbe-vie et Tempête Verte pour les situations urgentes. Un Poké franchement sympa à ne pas trop ignorer. Et enfin le dernier monstre de la vidéo, Léviator. Une bonne grosse bête pour finir, présent uniquement dans les équipes finales de Marc. Et qui dit Pokémon final dit méga évolution. Méga Léviator ne profite peut-être pas autant de la pluie que Méga Lagron, mais il n'en a même pas besoin pour être un excellent Pokémon. Grâce à son intimidation en pré-méga et son énorme défense spéciale de 130, il n'a aucun mal à se placer avec Danse Draco. Pour la suite, bon courage, cascade, mâchouille et séisme, de quoi retourner la plupart des équipes. Et c'est ainsi que se conclut la dernière équipe de la vidéo. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'ai construit la team de Marc en simili-miroir avec celle de Juan. Ils ont chacun un lead de 2e stade de leur région avec Danse Pluie, 2 Pokémon de la même famille profitant de glissade, un 2e stade iconique de leur dresseur, un vrai poseur de Rain, un Pokémon très caractéristique qui utilise glissade, et enfin leur méga évolution. Et même si au global je trouve l'équipe de Marc un peu supérieure à celle de Juan, il y a malheureusement le problème des faiblesses électriques, Marc n'en possédant aucune immunité. Mais bon, on peut pas tout avoir. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez apprécié ces équipes et que l'attente en valait le coup. Ouais, ça fait vraiment super longtemps, mais écoutez, c'était pas toujours simple ces derniers mois, et cette vidéo en particulier a été une sacrée galère. Pour vous dire, elle devait initialement sortir en été 2023, j'avais genre tout, j'avais les teams, j'avais le script, les enregistrements, mais j'ai pas pu faire le montage pour plusieurs raisons, donc forcément ça m'a démotivé, etc. J'ai ensuite d'abord pensé à repartir de la même base pour refaire la vidéo, mais je me suis fait voler mon téléphone avec tous mes scripts dedans, bref, le coup dur, et j'ai finalement refait toutes les teams de chacun des personnages afin d'avoir une base plus fraîche collant à mon style actuel, et je regrette clairement pas. En fait, je trouve même ces nouvelles équipes beaucoup plus chouettes que les précédentes, alors bah, c'est un mal pour un bien. Bref, je vous embête pas plus longtemps, merci beaucoup d'avoir tout regardé jusqu'au bout, on se retrouve sans doute dans plusieurs mois pour la suite, et en attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, et à bientôt les